En 2017, la chanteuse sénégalaise Coumba Gallo s'engage dans une tournée de concerts initiée par l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Le but est toujours de sensibiliser la jeunesse à la question de l'immigration irrégulière. Une de ses chansons s'intitule « Ne risque pas ta vie ». Quel bilan peut-on dresser aujourd'hui de l'impact de la lutte sur le continent africain et quelles perspectives? Bienvenue à tous, on en parle dans cette émission et justement pour en discuter, nous recevons Florentine Giraud. Elle est présidente du réseau ouest africain pour la lutte contre l'immigration clandestine réalique. Bienvenue madame. Bonjour. Entre autres, quelles sont vos missions? Alors, merci beaucoup déjà de nous inviter sur ce plateau. Excusez-moi, Réalique a deux missions principales. Sensibiliser les jeunes Africains, de façon générale les subsahariens ou les Ivoiriens, sur les risques liés à la migration irrégulière. Et l'autre, c'est travailler à leur réinsertion, donc faciliter la réintégration de ces jeunes migrants de retour. D'accord, justement, parlant de jeunes migrants de retour, nous sommes avec Ménéné Dosso. Lui, il est le secrétaire général de l'Association des migrants de retour. Bienvenue, Ménéné Dosso. Bonjour à vous, monsieur. Vous êtes de retour, serez-vous prêt à reprendre l'aventure? Pas du tout, nous sommes plus prêts à reprendre encore l'aventure parce que nous avons compris beaucoup de choses. D'accord, et ces choses, nous en saurons davantage au cours de l'émission. Madame, essayons de faire un état des lieux de la question de migration en Afrique, l'immigration clandestine. On parle d'émigration, de migration. Essayez de nous éclairer un peu sur ces concepts. D'accord. De façon générale, le constat n'est pas reluisant. Lorsqu'on voit dans l'actualité tout ce qu'on voit, le lot de décès de ces jeunes migrants, le constat n'est pas reluisant. Alors, pour revenir à la thématique, notamment la question de la migration, il faut savoir que celui qui émigre, en fait, pour qu'on puisse bien comprendre, on parle d'immigration clandestine, immigration, mais vraiment, dans quel contexte? Il faut bien situer cette thématique-là. La migration, de façon générale, c'est un mouvement des personnes, celui qui quitte un point A à un point B. Et ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Je le disais, nos ancêtres ont toujours vécu de cueillette dans le temps, la préhistoire, de cueillette et de la chasse. Donc, on se déplace selon les saisons. Et donc, quand on regarde le continent africain, notre histoire nous parle. On avait des frontières naturelles. Donc, naturelles, j'entends l'eau, le fleuve et tout ça. Et puis, avec la colonisation, il y a eu des frontières artificielles. Donc, du coup, vous allez voir que même quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, il y a des villages un village est divisé par la frontière, ça veut dire qu'ils ont les parents de l'autre côté de la frontière. Donc, c'était des frontières naturelles. Le continent, sur le continent, les gens ont toujours migré. Ça n'a pas posé des problèmes. Et ce sont les frontières naturelles qui sont venues et qui ont changé la donne. Et donc, du coup, on se retrouve désormais dans une nation avec des frontières. Et donc, quand on veut aller de l'autre côté, dans un autre pays, selon la loi migratoire, on peut être régulé ou irrégulé. Je m'explique. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, on a l'espace CEDEAO qui nous garantit la libre circulation des biens et des personnes. Donc, le Burkinabé qui s'élève, il vient en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Il vient en tant que citoyen de la CEDEAO parce que déjà, il y a ce protocole d'accord. Voilà. Donc, ce dernier n'est pas un immigré clandestin. Par contre, quand vous prenez l'Ivoirien, il peut aller en Tunisie, il n'y a pas de visa. Mais il a 90 jours. Après ces 90 jours, il ne régule pas sa situation, il devient un migrant, un immigré clandestin. Voilà. Donc, quand on quitte un point chez nous, celui qui quitte son pays d'origine pour aller dans un autre pays, c'est un émigré. Donc, c'est l'émigration. Ça peut être une émigration régulière ou une émigration clandestine lorsqu'il s'installe dans des conditions où il a emprunté des chemins, on va dire, qui ne sont pas, c'est pas dans les règles de l'art, voilà, dans les normes. Donc, il y a les émigrés. Une fois vous quittez votre pays, vous êtes émigré. Quand vous arrivez dans un autre pays, vous êtes immigré. Vous pouvez être immigré, pas forcément clandestin. Si vous avez vos papiers, le visa, le droit de séjour et tout ça, vous êtes un immigré parce que ce n'est pas votre pays, mais
pas forcément clandestins. D'accord, très bien. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que avec le flux migratoire irrégulier de la plupart des Africains subsahariens, se sont retrouvés en Italie et dans d'autres pays de l'Europe qui n'avaient pas, n'est-ce pas, la situation, n'étaient pas dans une situation régulière. Donc du coup, c'est de là que nos partenaires du Nord ont commencé justement à se poser la question de l'immigration clandestine et du coup à interpeller les pays d'origine de ces migrants. D'accord, très bien. Nous allons maintenant voir les causes fondamentales de cette immigration ou migration clandestine. Monsieur Dosso, vous qui êtes un migrant de retour, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir aller à l'aventure? On parle souvent d'Eldorado. Effectivement, parlant des causes, nous pouvons dire que les causes sont énormes. Il y a d'autres qui sont excités, croyant que c'est l'Europe qui est faite pour la réussite. Et d'autres aussi n'ont pas l'intention d'aller et qui peuvent être trompés par d'autres personnes. Donc ils se retrouvent dans une situation d'immigration. Voilà. Pour ceux qui sont excités, qui veulent aller forcément réussir en Europe, est un cas. Oui. Et d'autres aussi qui sont trompés à partir de leur pays d'origine. Par les passeurs. Par les passeurs, ils sont trompés par les passeurs. Et ils se retrouvent dans un autre pays, il va trouver d'autres réalités là-bas, ce sont d'autres cas. Et en tout cas, il y a plusieurs cas comme ça. D'accord, on reviendra tout à l'heure sur votre expérience parce que ça va servir comme un cas école. Tout à fait. Mais madame, dites-nous au niveau des causes toujours, les causes fondamentales. En fait, avant de parler de causes, je n'ai pas vraiment terminé. Je vais juste rappeler du moins que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, depuis 2 ans, est tristement célèbre par sa position de migration. Et il faut savoir que nous occupons, depuis 2 ans, on est entre la 2e et la 3e place, normalement, qui n'était pas la place des Ivoiriens, au rang des pays pourvoyeurs des migrants. C'est important de le souligner. Okay. En 2017, une ONG italienne rappelait qu'il y avait 9000 migrants qui arrivaient à Lampedusa. Donc, pour parler le cas de la Côte d'Ivoire, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est important de le rappeler. Les actions sont menées, mais ça n'arrête pas les jeunes. Donc du coup, malheureusement, la situation concernant les migrations clandestines des jeunes n'est pas reluisante. Pour rebondir à votre question... Sur les causes, oui. Sur les causes. C'est important, nous disons c'est en amont en fait. Dosso le disait, c'est pas une question d'exciter. Je dis... C'est vrai, c'est pas encouragé. Mais nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous n'avons pas voulu surfer sur ce que les gens disent, nous avons voulu regarder. Et à ce niveau, nous avons réalisé une étude, justement pour avoir le profil. Quel est le profil socio-économique, mais surtout, qui sont ceux qui partent les candidats à la migration. Oui, et cette étude nous a révélé des données vraiment intéressantes. Nous avons vu, oui, à 75% de ces jeunes-là sont sans qualification, n'ont pas de niveau. Donc, ils n'ont pas de formation ni de qualification. Il y a 6% qui ont un niveau supérieur, soit des étudiants, des personnes qui travaillent. Donc, vous voyez que ceux qui vont, ce ne sont pas des gens forcément qui ont quelque chose. Et nous avons voulu regarder la situation de travail en lien avec l'immigration au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand vous prenez le cas des Soubré qui est aujourd'hui la nouvelle boue de cacao, vous voyez que 15% de la population, ça marche parce que ça attire. On va vers des opportunités. Donc, les gens vont dans une zone en quête d'emploi. Et tenez-vous bien, monsieur, Soubré qui produit le cacao, nous sommes leaders mondiaux, il n'y a même pas d'usine. Il n'y a pas d'entreprise à Soubré. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est sur la base. Vous prenez le cas de Daloa, où nous avons travaillé beaucoup. Aujourd'hui, Daloa, le secteur pourvoyeur d'emploi, c'était le secteur bois. Les entreprises, les séries. Sur 10 séries, il y a aujourd'hui 8. Il ne reste que 2. Mais pendant ce laps de temps, ces jeunes qui sont au chômage, qu'est-ce qu'ils devaient? Vous voyez un peu? Oui, il n'y a pas d'infrastructure socio-économique. La réalité, c'est ça. Parce que tout ce qu'on dit, il y a des chiffres, effectivement, la croissance, mais à qui ça profite cette croissance? Nous ne sommes pas là pour faire le croissance, mais nous disons,
En tant que notre rôle, c'est d'interpeller. Dozo il disait tout, mais quand les gens nous disent, on dit la Côte d'Ivoire est riche, c'est vrai. La Côte d'Ivoire est l'un des poumons. Paradoxalement, c'est un pays d'immigration par excellence parce que nos frères viennent de la CEDEAO. Mais ce que les gens ne disent pas, ceux qui viennent, il y a le boulot que les gens ils ne font pas chez eux, c'est ce qu'ils viennent faire. C'est pareil. J'ai discuté avec un ami tunisien qui me disait, les Tunisiens ce qu'ils ne font pas chez eux, ils le font en France. Et ce n'est même pas le cas seulement de l'Afrique, même aux États-Unis. Les travailleurs saisonniers qui quittent, les Mexicains, il y a le travail que les Américains ne font pas. Donc, c'est-à-dire que c'est une situation. Mais la réalité, c'est quoi? Il n'y a pas d'infrastructure socio-économique pour maintenir les jeunes. C'est ça la réalité. Et c'est la réalité partagée dans la sous-région, dans tous ces pays qui rencontrent cette réalité. Oui, monsieur, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous allons sur le terrain. On ne va pas seulement mettre l'accent sur le cas de la Côte d'Ivoire, on va parler aussi des autres pays. Oui. Vous prenez le cas de la Guinée. Bon, la Tunisie, on travaille avec la fondation Friedrich Ebert, qui est représentée en Tunisie, qui travaille sur les questions de migration. Au Maroc, on a une grande dame, Samir, avec qui nous sommes en contact, qui est aussi acteur de la société civile. Nous travaillons en réseau avec notre organisation. Les jeunes, vous interrogez les jeunes dans les rues, ils vous diront, il n'y a pas d'opportunité. Il n'y en a pas. D'accord, on va revenir. C'est ça la question de le chômage. Le chômage, on ne va pas refaire, mais je vous dis, à 80% sont des migrants économiques. Donc, la question ne se pose même pas. D'accord. On verra certainement dans les propositions comment résorber cette question. Vous qui êtes un migrant de retour, elle le disait, c'est la question économique. Quel est le pays que vous visiez lorsque vous vouliez quand vous êtes parti et qu'est-ce que vous y alliez chercher concrètement? Effectivement, ce que Mme Florentine Duranton dit, c'est une réalité, c'est très clair. Il faut comprendre que la plupart des ressortissants qui vont vers l'Europe sont des pays en voie de développement. Ils sortent des pays en voie de développement. Voilà. Je prends un exemple. Quand nous étions à l'étranger, nous avons compris que les ressortissants des Nigériens étaient plus nombreux que l'ensemble des pays de la CEDEAO. Que les ressortissants de l'ensemble des pays de la CEDEAO. D'accord. Quand vous y alliez, quel travail vous aviez en vue? Ou quand vous avez miroité, quelle activité par exemple? Justement, elle a dit un point tout à l'heure qui est très important. Et vous voyez que moi je suis ivoirien. Je ne peux pas accepter de faire des travaux en Côte d'Ivoire. Et étant à l'étranger, je peux accepter. Et puis je peux m'en sortir dedans. Voilà. Donc ça fait que on ne va pas à l'étranger pour aller peut-être travailler dans un bureau ou bien travailler dans la fonction publique. Mais au moins dans des secteurs informels, vous pouvez vous en sortir. Donc l'intention, c'est de quitter l'Afrique, aller vers l'Europe. Et une fois que une fois que vous êtes en Europe, vous pouvez vous en sortir sans problème, quel que soit le métier que vous faites. D'accord, c'est ce qu'on voudrait comprendre, c'est le paradoxe. On est ici, on refuse de faire certains métiers, mais on se dit on fera le même métier ailleurs. Pourquoi? Peut-être parce que les conditions sont réunies. Qu'est-ce qui trottine dans l'esprit de tous ces jeunes, madame? Vous savez, c'est le regard de la société. On a peur. En fait, on est constamment jugé. C'est pas que, mais le regard de la société. Vous imaginez, c'est votre entourage, c'est la famille. Vous avez fait des études et puis vous faites tel boulot. Et donc, ceux qui refusent de faire des boulots en débit salissant, ce qui est juste dégradant, c'est parce qu'ils ont peur du regard. Et justement, je donnais un exemple une fois lors d'une sensibilisation. J'ai dit aux gens, votre fils veut être cuisinier. Est-ce que vous allez l'encourager? Les gens commençaient à rire. Vous voyez quel regard on porte sur l'artisanat, mais vous, en Europe, les artisans sont valorisés. Vous voyez que déjà, la société regarde d'une façon, enfin, on va de haut, on regarde de haut. Et donc, c'est juste un indicateur. Les secteurs ne sont pas professionnalisés. Celui qui fait son métier, il ne s'en sort pas, il dit, mais je ne m'en sors pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que justement, on parle toujours des secteurs informels. Mais tout ce qui est informel, là, qu'est-ce que vous voulez que ce monsieur-là tire comme profit? Ou bien ces personnes qui étaient un métier noble, mais finissent par jeter l'éponge. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a aussi la question de la formation, l'adéquation entre formation et emploi. D'accord. Au niveau de... Voilà, on dit ça en Afrique, mais il faut vraiment des véritables réformes structurelles au niveau de la formation professionnelle. Il faut qu'on valorise. Ça, c'est la clé. C'est l'une des clés, je vais dire. D'accord, très bien. Parlons des conditions de voyage.
et les différents trajets. Vous qui êtes un expérimenté, parlez-nous un peu des conditions dans lesquelles le voyage se fait. Oui, il faut dire que le voyage se fait difficilement, très difficile. D'abord, si vous ne partez pas dans les conditions légales, il faut comprendre que vous allez souffrir en route. Voilà, parce que vous partez de façon clandestine, donc vous êtes obligé de vous cacher. Et quand c'est comme ça, peut-être, c'est très clair, quand tu rentres dans un autre territoire, sur l'autre territoire, qui déjà, ce pays a des conditions. Si vous ne remplissez pas ces conditions, eh bien, c'est normal que peut-être que vous fassiez la prison, et c'est normal. Donc vous pouvez souffrir sur ces plans-là. D'accord, donc il y a la question de torture, de souffrance. Madame, les conditions, on parle des passeurs, les différents trajets. Oui, avant de parler des différentes les conditions, parlons des trajets, effectivement, les routes principales. Tous ceux qui viennent du Mali, de Burkina, Côte d'Ivoire, voilà, transitent vers le Niger, qui est à Agadez. C'est-à-dire que l'une des principales portes vers la Libye. Et puis aujourd'hui, avec la situation en Libye, les gens, il y a une autre route qui s'est créée, une seconde route, vers Tunisie, via l'Espagne, Tunisie, Italie, en tout cas à partir de la Tunisie, l'Algérie aussi, et le Maroc. Donc je veux dire, d'abord, vous voyez que c'est clair, quand vous voyagez dans des conditions, la zone n'est pas sécurisée. Vous voyez qu'il y a des conflits, même au niveau d'Agadez, il y a une bonne partie qui est dans les mains des rebelles de cette zone-là, et parfois qui organisent le trafic. Donc c'est clair qu'ils ont tout le pouvoir. Oui, ceux qui prennent tous ces trajets, non seulement ceux qui meurent dans le désert de soif, qui sont abandonnés par les passeurs, et à partir des camps de rétention tels que la Libye, par exemple, c'est plus en Libye que les gens ont connu plus de violations, parce que c'est un no man's land. Donc il n'y a pas de détails, il n'y a rien. Voilà. Mais dans les autres pays, je pense que les migrants aujourd'hui, avec les organisations de la société civile, des droits de l'homme, les droits, un minimum de respect de leurs droits. D'accord, très bien. La plupart du temps, certains jeunes estiment qu'ils n'ont pas le financement, ils n'ont pas d'argent, 50 000 francs, 100 000 francs pour un projet. Alors qu'ils déboursent près d'1,5 million et voire plus pour s'engager dans ce voyage. Où trouvent-ils ces moyens de se mener? Au début de l'émission, je vous ai dit tout à l'heure que toutes ces personnes-là ont un savoir-faire d'abord. Voilà, à partir de leur pays d'origine. Voilà. Vous allez trouver que la plupart des personnes ont des activités à faire, mais une fois qu'ils sont incités, en leur disant que une fois que vous arrivez en Europe, que vous allez avoir plus que ce que vous gagnez dans votre pays d'origine, vous voyez automatiquement, il se met à économiser de l'argent. Peut-être pendant 6 mois, il économise son argent, et le peu qu'il gagne, ça peut faire son voyage. D'accord. Et en passant par la voie clandestine, le coût est moins, le coût du voyage est moins, mais il faut dire que vous allez souffrir. Voilà. Et ils prennent leur courage, comme on dit, à deux mains, et ils s'engagent. Vous qui êtes de retour, vous avez vécu des choses, on voit dans les médias qu'il y a beaucoup de naufrages, il y a beaucoup de morts, mais selon vous, pourquoi les jeunes, à l'heure actuelle, continuent? C'est vrai que madame a dit 80% c'est d'ordre économique, mais quand on voit la mort devant, on voit les difficultés, on voit que les gens qui périssent. Pour vous, pourquoi les gens continuent d'y aller encore? Bon, moi je peux dire que sur ces plans-là, la cause est d'ordre économique. D'accord. Voilà. Et jusque-là, l'Afrique reste toujours l'Afrique. Voilà, ça ne va toujours pas au plan économique. Donc ça excite encore ceux qui n'ont pas encore vécu la situation. C'est pour cela qu'il est encore toujours nécessaire de sensibiliser toujours. Voilà. Et ceux qui ont déjà vécu la situation, ceux qui ont déjà vécu le trajet, et quand ils reviennent, ils ont déjà tout perdu, et ils reviennent encore dans son pays, et il n'a pas encore une porte de sortie. Donc il se dit que je suis là-bas, je suis dans la même situation, je reviens encore dans mon pays, je suis encore dans la même situation. Donc je préfère toujours continuer la route. Peut-être que Dieu va m'ouvrir une porte de sortie. D'accord, parlons maintenant de l'association dans laquelle vous êtes. Il y a combien de membres? Quelles sont vos activités? Il faut dire qu'au début, depuis 2017, quand nous avons créé l'association, nous étions au nombre de 2000 personnes. Mais je vous dis qu'à cause de la situation, nous n'arrivions pas à canaliser toutes ces personnes. Et il y a d'autres qui ont réussi à retourner parce qu'ils se disaient que la situation de son propre pays est égale à la situation dans laquelle ils se trouvaient à l'étranger.
Donc, il préfère continuer et il aura une porte de sortie pour rentrer en Europe. Et d'autres aussi, on a réussi à les canaliser, on a réussi à les conseiller. Et jusque-là, ils font des activités. D'accord, très bien. Madame, vous avez obtenu le prix d'excellence 2019 de la meilleure organisation de volontariat. Quelles sont les initiatives du REALIC qui vous ont valu certainement ce prix? Merci beaucoup. REALIC, c'est une équipe composée à 100% de bénévoles. Et donc, oui, ce que nous avons fait, malgré tout ce que nous avons dit comme raison, comme difficulté, malgré tout, nous avons dit aux jeunes, comme eux-mêmes, on a essayé de paraphraser. Je préfère mourir dans la mer que d'avoir honte devant la mer. Et nous disons, mourir dans la mer cause plus de peine à ta mère. Ça ne sert à rien de sacrifier votre vie. Vous avez trouvé une réponse à ce slogan? Tout à fait. Donc nous avons mis en place, nous avons lancé en 2017 une caravane que nous avons baptisée « Mon Eldorado, c'est chez moi » pour déconstruire un peu la perception que les jeunes ont de l'Europe comme étant l'Eldorado. L'Europe, tout n'est pas beau, tout n'est pas... Et donc, il y a à travers des témoignages poignants des migrants, des migrantes. Et puis, à travers cette caravane, nous faisons le plaidoyer aussi auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour qu'en amont, on puisse régler. On peut pas, c'est vrai, tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration, mais dire à l'État, il y a un minimum. L'existant, ce qui existe, il faut essayer d'améliorer pour ne serait-ce que donner espoir, permettre aux jeunes de faire un choix. Parce que migrer, quand on a 18 ans, c'est un droit fondamental d'aller où vous voulez. Mais quand vous êtes contraint, parce que vous n'avez pas de boulot, vous allez, là, nous disons qu'il y a problème. Donc, à l'État de Côte d'Ivoire, à travers certaines structures, certains démembrements, nous disons de mettre l'accent, d'essayer d'identifier dans chaque localité. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, mais c'est pareil. Qui s'applique aux autres pays. Qui s'applique aux autres, puisque nous, en Guinée, le Mali, c'est toujours, les récits sont les mêmes. Les migrants, les récits sont les mêmes. Si on identifie les potentialités dans chaque région et on essaie de créer des unités industrielles pour que ça profite à ces jeunes, je pense que ça peut en partie réduire le flux migratoire. Je parle du cacao. Mais si on ne mise pas sur la transformation, comment est-ce que les jeunes ou les populations profitent des retombées de cette richesse-là? Donc, il y a aussi la question de la répartition des richesses. Il faut qu'il y ait une meilleure répartition des richesses pour permettre à ces Africains-là, paradoxalement, qui ont un continent riche et la plus population qui constitue malheureusement ou tristement ou paradoxalement la population la plus pauvre. Donc pour nous, il y a un déséquilibre. Il faut essayer de regarder. Donc la caravane nous a permis de mettre tous les acteurs ensemble et puis de trouver la forme. Parce qu'on n'a pas la solution magique, on n'a pas la prétention de régler le problème, mais de dire aux gens, regardez les conséquences. Il y a 3000 morts, minimum pas un. Et il y a des impacts de ces actions que vous menez? Après, nous avons coaché une organisation. Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'impact, ce n'est pas l'impact qu'on aurait voulu, mais quand même, c'est quand même une baisse sensible quand même au niveau du flux migratoire. Et quand on regarde de l'Afrique vers l'Europe, oui, mais ça a quand même baissé, mais ça continue, mais quand même, il y a un impact. D'accord. Les gens ne sont plus, ils sont vaccinés, comme on dit, les images choquantes. Je vous dis, parmi ceux qui reviennent, 60% retentent. Ça veut dire quoi? Ils ont dit, on a déjà vu, c'est comme une expérience, on a déjà expérimenté. Mais écoutez, on n'a plus rien à perdre. Donc, c'est la mentalité, il faut changer, il faut travailler. Et puis aussi, la famille, la pression familiale. La famille aussi n'aide pas celui qui est en quête d'emploi. D'accord. Comme certains le disent, avancer c'est mourir, reculer c'est mourir. Alors mieux vaut avancer et mourir. Monsieur Dosso, vous qui êtes de retour, quel est le message que vous donnez à vos amis, à toute l'Afrique, aux jeunes qui sont les candidats? Écoutez, mais c'est très clair. Voilà. Nous, on a l'adage qui dit, peut-être même en Afrique, on dit ça, on dit celui qui a vu le lion et celui qui n'a pas vu n'ont pas les mêmes manières de courir, de fuir le lion. Effectivement, ce message-là, on dit ça aux jeunes frères, aux jeunes sœurs qui sont potentiels candidats à l'immigration aujourd'hui. Donc, nous leur disons que c'est ce que nous avons vécu. Et on essaie de rencontrer même l'histoire de ce que nous avons vu. Et on ne finit même pas de rencontrer. Il y a d'autres qui pleurent. On dit que ça, là, moi, je ne peux plus affronter. Et de la manière, il est en train d'expliquer, si je vais, c'est peut-être que pour moi, ce serait pire que ça. Donc, en donnant ce genre de messages aux frères et aux sœurs,
Et il y a plein qui arrivent à comprendre. Nous sommes en train d'aller vers la fin, madame, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Malheureusement, nous sommes en train d'aller vers la fin Tout et à en fait. quelques 30 secondes, votre avis. Je sens que vous avez quelque chose à Oui, dire. Allez-y. concernant la réinsertion, je vais juste dire en quelques secondes. Allez-y, madame. Nous avons mené des initiatives concernant la réinsertion du CGS migrants, mais aussi des jeunes à risque. D'accord. Parce que les potentiels candidats sont des jeunes à risque. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons demandé de réaliser certains secteurs porteurs, par exemple l'agriculture hors sol. Aujourd'hui, qui est rentable, qui n'a pas besoin d'assez d'espace, et puis c'est bio également parce que, voilà. Et puis, il y a aussi des secteurs porteurs tels que le digital. D'accord. Voilà, il faut s'adapter à l'ère. Aujourd'hui, la société est en pleine mutation. Il y a des opportunités à saisir dans le digital, les métiers du digital. Je appelle les nouveaux métiers. Et donc, nous disons que les jeunes, on oriente, on coach vers les spécialistes pour voir comment ils peuvent utiliser les réseaux sociaux. Ils sont toujours sur les réseaux sociaux pour se faire de l'argent. Parce qu'avec son téléphone, on peut se faire de l'argent. Donc, voilà, ce sont des pistes. D'accord. Et nous orientons. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Merci Florentine Giraud, nous sommes à la fin de l'émission. Je rappelle que vous êtes la présidente du réseau ouest africain pour la lutte contre l'immigration clandestine, REALIC. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bon. Et avec vous, monsieur Ménéné Dosso, lui il est le secrétaire général de l'Association des migrants de retour. Merci également pour votre témoignage. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.